Pierre Césarini, bonjour. Bonjour. On a assisté à la réunion de présentation de vos résultats semestriels 2022-2023. Il y avait beaucoup d'attentes de la part des actionnaires, bien entendu, sur cette publication. Quand on regarde les différentes activités, pour chacune d'entre elles, vous avez dit, finalement, il y a eu de bonnes nouvelles, malgré peut-être parfois de la croissance qui n'était pas encore au rendez-vous. Il y a eu beaucoup de perturbations dans votre secteur. Qu'est-ce que vous retenez, vous, particulièrement de ces derniers mois ? Alors, il y a deux choses un peu différentes. Donc, si par rapport aux annonces qu'on a pu faire, vous avez une croissance ou un maintien du chiffre d'affaires à son plus haut, donc 315 millions de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'activité Claranova, à son plus haut historique, dans un contexte qui reste extrêmement compliqué, à la fois d'un point de vue géopolitique, pour les acteurs du secteur, notamment de la tech et surtout les mid-cap. Donc, avoir pu maintenir ce niveau de chiffre d'affaires reste, je pense, une très bonne performance de la société. Ça s'accompagne d'une légère décroissance de la profitabilité, donc on reste profitable, hein, comme on l'a toujours été depuis maintenant plusieurs années. Il y a une petite baisse de profitabilité sur le premier semestre, mais essentiellement parce que paradoxalement, on a eu plutôt des bonnes nouvelles, notamment sur la capacité à rechercher des clients, notamment sur Planète Art, et qui nous permettent d'anticiper une croissance importante. Donc ce que l'on a fait sur S1 a été d'investir un peu plus, et aujourd'hui, nos prédictions, c'est de préserver à la fois une croissance de l'ordre de 10% sur l'ensemble de l'activité et d'aller améliorer la profitabilité sur l'exercice du groupe entre 25 et 30%, ce qui, je pense, dans un contexte comme celui-là, est plutôt une bonne performance. On avait eu l'occasion de parler des sujets liés à, bien entendu, Apple, hein, dans tous ces domaines, les changements. Il y avait aussi du côté de Facebook. Donc, il a fallu aussi se réadapter dans la manière dont le groupe faisait effectivement chercher des clients. Aujourd'hui, est-ce que vous dites que finalement, la stratégie que vous avez pu mettre en place a permis de, peut-être pas complètement de compenser, mais en tout cas de vous adapter pour rebondir? Donc les changements qu'a pu faire Apple il y a à peu près 18 mois, ce qu'on appelle l'app tracking, a été vraiment un changement extrêmement important pour l'ensemble des acteurs de l'e-commerce, qui a impacté énormément de gens, bon, Facebook en premier, mais la plupart des acteurs de l'e-commerce ont été impactés. Ça fait 18 mois qu'on travaille sur ce sujet, et en fait sur ces 18 derniers mois, on a complètement reconstruit nos canaux de distribution pour en fait revenir aujourd'hui à des coûts d'acquisition clients qui sont similaires à ceux qu'ils étaient avant ce changement d'Apple. Donc on a en grande partie résolu cette problématique. Donc maintenant, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle la scalabilité, la capacité de monter en charge en préservant des coûts d'acquisition. Mais voilà, on pense que l'essentiel de cette problématique est derrière nous. Donc on a eu 18 mois un peu compliqués, même si on a réussi à retenir un bon niveau de chiffre d'affaires et de profitabilité. Mais voilà, on pense que cette problématique-là est en grande partie derrière nous aujourd'hui. Vous dites que le deuxième semestre pour Planète Art pourrait être meilleur. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir cette vision ? Alors, historiquement, Planète Art avait vraiment une saisonnalité importante avec l'essentiel de la profitabilité qui venait sur le premier semestre parce que les fins d'année sont toujours un secteur porteur pendant l'activité. On a beaucoup travaillé sur S1 pour essayer d'équilibrer la saisonnalité entre les deux semestres. Donc, si on a eu paradoxalement cette petite baisse en termes de profitabilité, c'est vraiment pour pouvoir préparer une profitabilité accrue sur le deuxième semestre. Et nos perspectives aujourd'hui est de maintenir un niveau de profitabilité identique au niveau de Planète Art. Pour AvantQuest, vous avez parlé bien sûr de l'évolution du mode SaaS, hein, Software as a Service, mais aussi vous avez dit qu'il y avait ce que vous appelez le non-core business, hein, ces logiciels vendus à des tiers, à peu près de 7 millions d'euros, donc qui n'avaient clairement pas vocation à rester là. Donc, si vous voulez, AvantQuest, on a démarré la transformation d'AvantQuest il y a à peu près 5 ans. Donc, on est vraiment basculé d'un modèle qui était de distribution de logiciels tierce partie par licence perpétuelle. Et donc, on a complètement bouleversifié cette problématique pour être aujourd'hui un éditeur de logiciels B2C SaaS, essentiellement sur 3 secteurs que sont le PDF, les utilitaires et la photo. Donc, c'était un travail important qui a pris plus de 5 ans, qui est toujours complexe d'un point de vue économique de basculer en SaaS parce que vous avez des impacts qui sont sur la première année souvent importants. Donc aujourd'hui, si vous voulez, cette transformation est derrière nous. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui principalement un éditeur B2C SaaS. Nous sommes quasiment à 100% en vente SaaS. Donc on a vraiment bouclé cette problématique et on commence à voir une dynamique de profitabilité qui est en ligne avec les acteurs SaaS
la meilleure qualité possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que j'essaie de présenter tout à l'heure, si vous regardez particulièrement le PDF et les utilitaires, qui sont les deux secteurs les plus matures, nous avons aujourd'hui des niveaux de profitabilité qui sont supérieurs à 25% sur ces business. Donc cette transformation est maintenant achevée parce qu'on a atteint ce niveau de profitabilité tout en ayant des perspectives de croissance qui restent supérieures à 2 chiffres sur ces business. Le business de la photo, qui reste pour nous un business très intéressant, est toujours en construction. Donc on est vraiment sur un secteur qui est beaucoup plus petit que les autres, 4 à 5 fois plus petit, et sur lequel on est toujours dans une phase d'investissement, mais toujours avec cet objectif d'aller idéalement un business qui peut peser, je dirais, autant que les autres et aller chercher cette profitabilité supérieure à 25%. Donc cette dynamique-là, si vous voulez, elle est enclenchée. On est vraiment content du travail qui a été fait et des résultats que l'on peut présenter aujourd'hui de façon relativement factuelle. Il reste, comme vous le dites Didier, une partie du business historique, mais qui est là depuis quand je suis arrivé à l'entreprise, qui est toujours ce business de distribution logicielle qui, si vous voulez, n'est pas du tout le focus de la boîte depuis déjà un petit moment. Cette activité est structurellement en décroissance parce que voilà, un, on s'en occupe pas, et puis deux, elle n'a pas de perspective de croissance d'aucune façon. Il se trouve que cette activité commence à être un tout petit peu négative, donc la vocation est de disparaître d'une façon ou d'une autre pour qu'on puisse se concentrer sur vraiment notre cœur de business aujourd'hui, qui sont ces éditions de logiciels SaaS, qui est vraiment notre cœur de métier aujourd'hui pour AvantQuest. Alors, un mot bien sûr sur My Devices, où il y a toujours beaucoup d'attentes. Vous avez parlé des grands groupes, hein, vos clients, et vous avez dit qu'il devrait y avoir un équilibre cette année. Alors, donc, il y a vraiment les deux grands messages qu'on essaie de faire passer aujourd'hui. C'est à la fois, même si on reste sur des niveaux de chiffre d'affaires qui sont vraiment, je dirais, marginal par rapport à la taille du groupe aujourd'hui, puisqu'on parle de 3 millions sur plus de 300 millions de chiffre d'affaires. Donc, on est sur 1% de chiffre d'affaires. Mais de nouveau, ce qui est intéressant sur MyDevice, c'est que nous commençons à voir aujourd'hui des déploiements qui démarrent, notamment par rapport à ces grands groupes avec qui nous avons signé des contrats. Ça fait déjà 2 à 3 ans. C'est Sodexo, c'est T-Mobile, c'est Engie, c'est Airmark. Donc de très gros acteurs qui sont parmi les plus gros de leur secteur, qui aujourd'hui ont passé beaucoup de temps, mais essentiellement parce que c'est un sujet extrêmement stratégique pour eux, et qui sont aujourd'hui convaincus et qui rentrent dans une dynamique de déploiement de façon globale, et donc qui nous permettent aujourd'hui d'espérer une croissance qui peut être intéressante. Donc, alors, on reste sur un modèle économique PaaS, hein, c'est-à-dire que nous, on va toucher quelques centimes de devices, mais de façon récurrente. Mais aujourd'hui, on commence à toucher du doigt la capacité qu'ont ces très grandes organisations à déployer demain des millions, des dizaines de millions de devices, et qui rendra MyDevice extrêmement intéressant et surtout extrêmement profitable. Donc voilà, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que on a augmenté de façon importante le récurrent. On commence à voir, même sur la base de ce récurrent, une stabilité et l'équilibre de l'activité MyDevice. Mais ce qui est surtout important pour nous, c'est à quel moment on va avoir ce déploiement important du chiffre d'affaires. Et voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on commence vraiment à avoir ces grands groupes qui déploient de façon beaucoup plus importante. Alors, des questions sur des actionnaires, bien sûr, sur l'actionnariat, sur l'évolution. On a vu, bien sûr, tous le cours de bourse. Il y a eu des questions vous concernant en disant mais pourquoi, alors qu'il avait dit que Pierre Césarini avait dit qu'il allait acheter des titres, pourquoi finalement il ne s'est rien passé, pourquoi il n'a pas acheté des titres vu le cours de bourse? Voilà, le cours de bourse est effectivement extrêmement bas. J'ai depuis quelques mois clairement indiqué mon intention de racheter du titre. Il se trouve qu'étant une société cotée, vous avez des contraintes qui sont importantes, c'est-à-dire vous ne pouvez acheter que dans des périodes précise où en gros il ne se passe pas grand chose. La problématique aujourd'hui, c'est que comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on est dans des problématiques d'acquisition de plusieurs sociétés. Vous n'avez pas le droit, tant que ces acquisitions ne sont pas faites ou annoncées, mais que vous êtes en discussion, de pouvoir acheter. On a des discussions avec des investisseurs qui sont intéressés à rentrer. Voilà, donc il y a toute une série de contraintes qui fait qu'aujourd'hui, depuis plus de 6 mois, je n'ai pas pu être dans une fenêtre active d'acquisition. Donc mon objectif est toujours de
de le faire dès que je serai en capacité légale de le faire, ce qui n'a pas été le cas sur les 6 derniers mois, de par les contraintes, mais tout à fait naturelles de l'AMF. Il y a eu aussi beaucoup de questions sur la valorisation des filiales, avec peut-être des possibilités d'introduction en bourse. Est-ce qu'il y a en tout cas un calendrier où vous dites, voilà, d'ici 12 mois, un peu plus de 12 mois, c'est des choses qui sont possibles? Alors, on l'a toujours dit, c'est-à-dire que bien évidemment, il faut qu'on continue à travailler le titre et qu'on repart dans une dynamique de croissance. Et pour ça, voilà, notre sujet a toujours été d'aller chercher un investisseur de référence qui puisse vraiment stabiliser le cours et le remettre dans une dynamique de croissance. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Bien évidemment, tous les gens qui connaissent la société savent bien que la valeur sous-jacente de chacune des activités est sans commune mesure à la valorisation actuelle du groupe, et je pense que la plupart des gens en sont conscients. Et bien évidemment, notre objectif, que l'on a déjà annoncé depuis un petit moment, est de pouvoir valoriser le cours, notamment à travers soit l'introduction en bourse, soit la cession spécifique des business. La réflexion aujourd'hui, c'est de pouvoir le faire quand, entre guillemets, c'est le bon moment. Si je regarde nos activités, je pense qu'AvantQuest, qui aurait pu éventuellement être valorisé, on va dire, aux alentours de 2019, hein, et on avait commencé à y travailler, ça n'a pas pu être possible parce que voilà, le Covid est arrivé, les problématiques d'e-commerce sont arrivées à ce moment-là, et je dirais qu'on a loupé une fenêtre d'opportunité. On est reparti dans une période où il fallait qu'on puisse montrer qu'on résout ces problèmes qu'on est en train de résoudre. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va revenir, une fois que les marchés seront stabilisés, dans la capacité, pour moi, un horizon 12, 18, 24 mois, de vraiment lancer et travailler sur des opportunités. Mais de la même façon, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, AvantQuest, sur une société qui devrait dépasser les 100 millions de pur SaaS et des niveaux de profitabilité supérieurs à 20-25%, on est aujourd'hui dans une capacité à pouvoir vraiment valoriser cet actif qui atteint ce niveau de maturité, je dirais, cette année, courant de l'année prochaine. Et là encore, sur des horizons relativement court terme, c'est-à-dire 12, 18, 24 mois, je pense qu'on sera en mesure de pouvoir annoncer ce type de valorisation. Alors pour terminer, vous avez parlé de dynamique commerciale à plusieurs reprises, dynamique de croissance aussi, j'ai noté. Malgré le contexte actuel, hein, qu'on vit tous, cette crise bancaire, financière, il y a de la croissance et il y aura de la croissance dans les prochains mois pour Claranova? Donc on présente 10% de croissance aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'une partie de la croissance est portée par des taux de change qui sont plutôt favorables, mais oui, on revoit cette dynamique de croissance. Alors il y a toujours une pression relativement importante sur les matières premières, sur le transport, l'inflation, notamment aux États-Unis, étant une société qui est à, on va dire, aux 3/4 américaine aujourd'hui. Quand vous avez 15% de croissance, vous êtes un peu obligé d'augmenter les salaires de vos éléments que vous voulez garder. Donc vous avez une pression relativement importante sur les COGS, sur les OPEX. Mais si vous voulez, on reste une société jeune qui, tous les jours, tous les mois, tous les semestres, s'améliore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une partie de cette pression inflationniste est compensée par une société qui se structure, qui grossit. Effectivement, plus on est gros, plus on a une capacité à négocier nos prix, à mutualiser nos coûts. Donc aujourd'hui, oui, on est dans une problématique où il y a une demande de marché qui est forte, sur laquelle on continue à être dans des prises de parts de marché relativement significatives depuis l'existence de la société. Et aujourd'hui, voilà, on aura une croissance cette année à 2 chiffres et on pense pouvoir conserver ce type de croissance dans les années à venir. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Pierre Césarini. Merci beaucoup Didier.